Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent, littéralement le plus souvent, à savoir quelle caméra tu conseilles. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce problème épineux, à savoir quelle caméra acheter, quelle caméra choisir. On va donc faire le tour de tous les budgets, à partir de 800 € jusqu'à très très haut, budget no limite. Mais on va quand même découper ça en tranches pour que vous puissiez adapter en fonction de votre budget. Petit disclaimer cependant avant de commencer la vidéo, c'est pas parce que vous allez acheter une nouvelle caméra que tout de suite vos vidéos vont être fantastiques et bien meilleures que celles d'avant. Ça c'est la caméra, c'est presque un petit peu secondaire. Mais n'empêche que c'est un outil dont on a besoin et si vous pensez à renouveler votre matériel, clairement cette vidéo va pouvoir vous aider. Fin du disclaimer, on commence par la première catégorie, les caméras à moins de 800 €. Pourquoi je ne fais pas de catégorie à moins de 500 € par exemple? C'est parce que tout simplement, dans ces prix-là, je pense que vous serez beaucoup mieux avec votre smartphone, un bon smartphone qui font de très très bonnes vidéos aujourd'hui pour apprendre les bases. En dessous de 800 €, je doute que vous ayez quelque chose qui vraiment vous permette de progresser à part un téléphone. Voilà. Si les budgets sont vraiment serrés, il y a également le marché de l'occasion et dans les caméras qu'on va regarder aujourd'hui, on parle de boîtiers hybrides, de boîtiers photo vidéo. On va s'attacher à des caméras qui sont polyvalentes, c'est-à-dire qu'on va pas partir sur des caméras qui ne font que de la vidéo, type Red Komodo ou Blackmagic. On va se consacrer sur des boîtiers qui font photo et vidéo et qui sont pour le coup polyvalents. Dans cette catégorie des moins de 800 € à 799 €, on trouve le G90 de chez Panasonic. Pour moi, c'est un des premiers boîtiers idéal pour commencer, tout simplement parce que ça permet de rentrer dans le monde des optiques interchangeables avec une monture micro 4 tiers, ce qui veut dire des optiques qui sont pas très très chères et qui peuvent être très sympas. Il est bien stabilisé, il fait de la 4K. Contrairement à son prédécesseur, il a une sortie casque et une entrée micro, les deux. Le prédécesseur, le G80, n'avait pas les deux, il avait juste l'entrée micro. Donc pour monitorer, c'était pas forcément génial. Et il a un écran, un flip screen qui va vous permettre d'avoir un retour et de ne pas avoir à investir dans un moniteur dans un premier temps, du moins. Donc c'est un très bon boîtier pour démarrer, pour pas trop cher. Moins de 800 €, le G90. On va passer directement à la catégorie moins de 1500 € parce que entre 800 € et 1000 €, il n'y a pas énormément de choses. Il y a éventuellement le Sony ZV-E10 qui est plutôt pas mal aussi, mais je ne l'ai pas essayé, donc celui-là je ne pourrais pas vous en parler. Donc directement catégorie moins de 1500 €. À ce niveau-là, je vous conseille le récemment sorti Canon EOS R7 qui coûte 1499 € pour les raisons suivantes, et vous allez voir, il est quand même assez intéressant. C'est un boîtier APS-C contrairement au EOS R6 et R5 qui sont full frame, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire de très jolies choses avec, que ce soit en vidéo ou en photo. Ça reste un capteur de taille très sympathique. Il fait de la 4K sans crop jusqu'à 30 images par seconde. Il a un super autofocus, vraiment l'autofocus Canon est très bon. Il a quelque chose qu'on trouve très rarement dans cette gamme de prix, c'est un double slot SD qui va vous permettre de faire du backup de ce que vous filmez si vous commencez à être professionnel. Là, vraiment, c'est un indispensable. Et pour le côté vidéo, il fait quand même de la 422 10 bits en interne avec le Canon Log, donc qui va vous permettre de rentrer dans le monde de l'étalonnage et avoir une plage dynamique assez intéressante. Bref, en fait, le R7, c'est un bébé R6. Moins de 1500 €, mon conseil, c'est le Canon R7. On passe maintenant à la catégorie moins de 2000 €. Ici, c'est le Fuji X-T4 que je vais vous conseiller. Il coûte 1799 €. Il fait de la 4K 60 fps en interne, ce qui est plutôt pas mal. Toujours un boîtier APS-C. Il a également un flip screen, mais je crois que ça, je vais peut-être pas le dire, à part Nikon. Tout le monde met un flip screen maintenant, donc grosso modo, dans la plupart des appareils que vous allez retrouver après, il y a un flip screen. Niveau finition et tropicalisation, c'est vraiment très très bon. La stabilisation est de très très bonne qualité et surtout, le petit plus, le petit truc que j'aime bien, c'est la Color Science Fuji qui est vraiment très très sympa. Les images que j'ai vues sortir de ce boîtier sont vraiment de très bonne qualité. C'est une valeur sûre, le Fuji X-T4 pour ce moins de 2000 €. On va s'attaquer maintenant au budget de moins de 2500 €, mais juste avant, le sponsor de cette vidéo, c'est moi. Je vous propose de sponsoriser ma propre vidéo en vous rappelant que vous pouvez rejoindre les membres pour avoir des vidéos VIP, des vidéos toutes les semaines réservées aux membres en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Je vous mets également un petit code promo pour toutes mes formations, à savoir le montage sur Final Cut, la vidéo de mariage et la réalisation d'interviews partie 1 et 2 réalisées avec le compère David Lambeau alias Monsieur Caméra.
Je vous rappelle également que mes luttes et mes presets sont dans la description. Voilà, maintenant que ce superbe sponsoring et ces super produits sont passés, on passe à la catégorie moins de 2500 €. Dans cette catégorie, celui qui remporte un petit peu mon coup de cœur, c'est le Canon EOS R6. Grosso modo, au niveau des specs, eh bien, on est sur ce que je vous ai expliqué sur le R7. La différence étant que ce boîtier, il est full frame, plein format, donc on a un capteur plus grand, on va pouvoir jouer un peu plus avec la profondeur de champ, on va pouvoir avoir un cadre un peu plus large que sur un APS-C, mais il garde toutes les capacités et tous les points positifs que j'avais trouvé sur le R7. En gros, ouais, la seule chose qui change, c'est le capteur qui est plus grand, qui sera a priori meilleur en basse lumière également. Niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Quand même garder en tête que les optiques RF, cette monture, cette nouvelle monture qui est destinée à ces nouveaux modèles Canon, sont quand même relativement chères. C'est pas vraiment bon marché pour le moment le RF, mais on peut utiliser une bague d'adaptation pour y monter des optiques EF, des anciennes générations Canon qu'on trouve généralement pour pas très cher. Alors la FX30 est sortie quasiment au moment où j'ai tourné cette vidéo, donc elle n'est pas dans le classement. Mais est-ce qu'elle a vraiment lieu d'être dans la mesure où, même si elle prend de très bonnes photos, visiblement elle est quand même très orientée vidéo. Dans le budget de moins de 2500 €, si vous êtes plus vidéo que photo, clairement c'est aussi quelque chose de très très bon. C'est vraiment a priori une très bonne caméra. Donc voilà, c'était le petit ajout a posteriori. On fait un petit bond, on passe sur la catégorie moins de 3500 € et là j'ai deux boîtiers à vous proposer. Petite parenthèse au passage, si vous avez déjà un boîtier dans ces catégories là, il n'y a aucun modèle qui va révolutionner de l'un par rapport à l'autre. On va avoir des choses qui sont très qualitatives, quelle que soit la marque. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de voir aussi en fonction de votre parc optique. Si vous avez des optiques d'une marque, ça sert pas à grand chose de changer de marque et de devoir refaire tout son parc optique. Là, pour le coup, le coût va être énorme. Si vous êtes content de la marque sur laquelle vous êtes, moi je vous encourage à rester dessus, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit Canon, Nikon, Sony, Panasonic. Gardez en tête que le boîtier c'est une chose, les optiques ça a un coût aussi, et si vous en avez déjà, ça serait dommage de devoir les revendre pour acheter d'autres montures. Je disais donc, pour la catégorie moins de 3500 €, on a le Sony A7 IV, qui est un très bon boîtier, une belle évolution du Sony A7 III que j'ai utilisé pendant des années, mais mon petit chouchou à ce prix-là, c'est le Nikon Z6 II. Alors vous allez me dire, on le trouve quand même à moins de 2500 €. Pourquoi je l'ai mis dans la catégorie moins de 3500 €? C'est parce que c'est mon chouchou à la condition de lui ajouter un écran externe pour la vidéo. C'est quand même un des rares boîtiers à proposer l'enregistrement en bi-RAW ou en ProRes RAW en externe. Et ça, clairement, ça fait de ce petit boîtier une petite bombe, que ce soit en vidéo ou même en photo. Vraiment, il est quand même très intéressant. L'autofocus n'est pas le meilleur du marché, mais personnellement en photo, le rendu Nikon c'est vraiment celui qui me plaît le plus. En vidéo, cette polyvalence et le fait de pouvoir rentrer dans le monde du RAW vidéo, ça aussi c'est très intéressant. Moi c'est ça qui m'a fait un petit peu basculer aussi vers la RED, c'est d'avoir pu essayer un petit peu tous ces RAW qui nous permettent vraiment de passer un step et de manipuler les données, que ce soit en lumière, en couleur, pour faire un étalonnage vraiment de manière très poussée. C'est une très bonne porte d'entrée pour se diriger plus tard vers des caméras de cinéma. On commence à rentrer dans le bien cher quand même, et là il n'y a plus non plus 36 000 boîtiers. Comme je vous le disais, ils se valent à peu près, il faudra faire en fonction des optiques que vous avez déjà. Les deux boîtiers que je retiens dans ces gamme de prix, c'est le Sony A7S III et le Canon EOS R5 qui sont tous deux de très bons boîtiers, sachant que l'EOS R5 va peut-être être un peu meilleur en photo que l'A7S III, puisque l'A7S III, c'est toutes les séries A7S de chez Sony sont vraiment pensées plus vidéastes, même si ça reste des appareils photo. On a quand même moins de mégapixels, on pourra faire moins d'agrandissement, alors que sur le Canon EOS R5, on est quand même sur plus de mégapixels, on est sur aussi de la 8K possible en interne, même si ça reste quand même assez lourd. On est sur un boîtier qui est quand même très polyvalent pour le prix. Les problèmes de surchauffe et autres ayant été réglés, ce n'est plus un problème. Donc si vous voulez un appareil très polyvalent et très puissant, j'aurais tendance à vous conseiller le R5 dans cette gamme de prix là. Et l'A7S III si vous êtes plus orienté vidéo que photo, si vous faites très peu de photos,
clairement, ça peut faire le café, ça peut être très bien. Et enfin, on passe dans la catégorie budget no limit. Là encore, on a encore moins de boîtiers. On a le Canon EOS R3, on va avoir le Nikon Z9. Moi, clairement, mon chouchou, c'est le Nikon Z9. Mais là, encore une fois, le R3, le Z9 sont de très très bons boîtiers. Quel que soit votre choix, il sera à faire en fonction du parc optique. Si vous avez des optiques Nikon, foncez sur le Z9, c'est une valeur sûre. Si vous avez des optiques Canon, foncez sur le R3, et surtout si vous avez ce budget, puisque là on est sur des boîtiers à 6 000 € quand même, hein, l'un comme l'autre. Donc voilà, ça commence à piquer. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Z9, je vous encourage à aller voir une de ces vidéos qui s'affiche, dans lesquelles je les ai testés dans des conditions incroyables, et je vous dis à tout de suite sur une de ces vidéos ou sur une autre vidéo.